Bonjour Didier, Sorakata Kebe pour Africa Radio. Ça sera votre dernière liste que vous allez délivrer pour votre dernière compétition et vous entamez le dernier chapitre de votre carrière en tant que sélectionneur de l'équipe de France. Et pour une personne de ma génération, vous êtes celui qui a permis de nous rapprocher de cette équipe de France après les événements de Maestan en 2010 et de vivre nos plus belles émotions en tant que fan de football. Quelle est votre émotion et qu'est-ce que vous ressentez à l'approche de cette dernière compétition qui est la Coupe du Monde 2026? Quelle belle question. Comme tu es jeune, c'est bien. Tu seras source d'inspiration. Oui, évidemment, j'ai bien conscience, avec mon staff technique, aujourd'hui, il y a beaucoup de moments qui ont été les derniers. Mais c'est une émotion particulière, mais voilà, je suis, même si j'ai tendance à plutôt cacher mes émotions, et beaucoup de personnes me disent « Ah bon, vous êtes comme ça ?» J'ai pas l'impression à travers la télé. J'ai dit oui, je suis en conférence de presse où je peux avoir des questions, des sujets sensibles, et chaque mot peut être mal interprété. Donc je le vis bien, nous le vivons bien, parce que l'équipe de France est au-dessus de tout, et évidemment, il y a ce qui a été fait qui est derrière, qui a été plutôt bien fait, autrement nous ne serons pas là, je ne serai pas là après 14 ans, mais le plus important c'est ce qui est à venir, et toute mon énergie, notre énergie est focalisée sur cette prochaine Coupe du Monde, donc gonflé à bloc, plein de décisions à prendre, évidemment des décisions très importantes par rapport à cette liste, et puis après d'autres décisions aussi avec évidemment la fédération pour faire en sorte de nous mettre dans les meilleures conditions. Bonsoir Didier. Bonsoir. Arthur Perrault, RMC. L'une des interrogations, peut-être la principale avant l'annonce de cette liste, c'était l'identité du troisième gardien. Vous avez choisi Robin Risser. Qu'est-ce qui a fait la différence en sa faveur comparé à un Alphonse Areola ou encore un Hugo Lloris qui a été aussi évoqué un temps? Merci beaucoup. Il y a plusieurs questions en même temps. Bon, sincèrement, oui, la seule interrogation que vous pouvez avoir, je le comprends, c'est par rapport à ce poste de numéro 3. Parce qu'après, tenez compte aussi qu'il y avait 5 joueurs qui n'étaient pas là au mois de mars parce qu'ils étaient blessés, à savoir Koundé, Saliba, Koné, Barcola, Mateta, mais ils étaient déjà venus avant. C'est la situation de Lucas Chevalier qui était déjà un peu compliquée au mois de mars, en espérant que ça puisse s'améliorer. Il n'a pas eu de temps de jeu, malheureusement pour lui, puisqu'il a cette blessure, même si j'espère pour lui qu'il va se rétablir par rapport aux échéances avec son club, le Paris Saint-Germain. Donc à partir de là, même si vous avez évoqué le nom de Hugo Lloris, je peux vous assurer, et j'ai toujours gardé évidemment en contact avec Hugo, comme avec beaucoup d'anciens joueur, que Hugo lui-même n'a jamais pensé à être candidat à un poste de numéro 3, pour la simple et bonne raison qu'il n'a jamais été habitué à ce rôle-là, et encore moins aujourd'hui où il est dans de la gestion, et évidemment il y a des exigences qui sont totalement différentes. Donc à partir de là, oui, il y avait d'autres options comme Alphonse, qui a un vécu, une expérience, mais lui aussi en temps de jeu depuis ces 6 derniers mois, qui est restreint dans une équipe où il est malheureusement pas titulaire. Voilà, je suis pas là, j'ai jamais été là pour faire des surprises, mais Robin, de par ce qu'il fait, il est jeune, bien évidemment. La petite parenthèse, petite histoire, parce qu'il a un lien avec nous. Pour ceux qui étaient là pour les séances du lundi, il a eu le bonheur de venir, de se faire canarder, comme on dit, par rapport aux joueurs que Guy avait en entraînement. Voilà, et puis il fait une très très belle saison. Le critère quand même toujours prédominant et essentiel, c'est un critère sportif. Alors durant une saison, quand il y a un rassemblement en septembre, octobre, novembre, mars, qui est un joueur qui est un peu en difficulté, qui joue moins, c'est arrivé à plein d'entre eux, comme je l'ai fait avec Lucas Chevalier au mois de mars. Là, c'est une grande compétition. Voilà, si ce critère-là est pas rempli,
voilà, je ne vais pas me renier non plus, même si certains d'entre vous, ou beaucoup, ou peu importe, vous pouvez avoir un avis différent. Ça m'a jamais posé de problème, mais je fais en sorte avec mon staff technique d'être dans cette logique-là, quoi. Bonsoir Didier, Jean-François Oui. Pérez, JDD. Il avait été très bon pour ses débuts après avoir été appelé à la dernière minute, Maxence Lacroix, mais on ne l'imaginait pas forcément sur cette liste. Qu'est-ce qui a présidé à votre choix et est-ce que le fait que vous ayez finalement choisi 9 défenseurs a été totalement décisif pour sa sélection? Merci. Il a été très bon, même s'il a été rappelé parce que William Saliba était blessé. Il a été performant avec nous. Il est capable de jouer axe gauche, axe droit. Et de par ce que je vous avais dit, d'avoir 3 options à chaque poste. Attention, 3 options, c'est pas triper les postes. Autrement, il me faut 33 joueurs. Mais d'avoir une sécurité supplémentaire derrière, parce qu'aussi, en mars, au départ, il y avait une liste de 26, mais on a perdu Manu Koné, on était resté avec 5 milieux, et d'ailleurs, le seul joueur de champ qui n'a pas commencé ni le premier ni le deuxième, c'est Kama, milieu de terrain, en ayant 5 milieux de terrain, ce qui veut dire 5 options, parce que les 5 joueurs, ils peuvent jouer axe droit, axe gauche. Et je vous rajouterai, ils ont la capacité à être les 5 des titulaires. Bon, ils ne seront pas les 5 titulaires, mais c'est le cas. On ne sait jamais ce qui peut se passer, parce qu'aujourd'hui, je vous rajoute ça aussi, ok, la liste elle est officielle, mais elle sera officialisée à la FIFA que lundi à 18h. Et vous savez les matchs qu'il y a encore à jouer. Le dernier sera la Ligue des Champions, où il y en a 6. Il y a Jean-Philippe et Maxence qui jouent la finale le 27. J'espère que tout se passera bien, mais voilà, c'est d'avoir ces 5 milieux de terrain. J'ai pas bougé en ayant les 9 options, même si dans les 9 attaquants, évidemment, il y a des milieux offensifs aussi. J'ai une pensée aussi pour Hugo Ekitike, avec ce qu'il a eu malheureusement. Voilà, quoi. C'est une blessure qui tombe jamais au bon moment. Son bonheur, son malheur fait le bonheur d'autres joueurs. Et avec cette liste-là, 9, 5 et 9, avec des options différentes, des profils différents aussi, comme le choix de Jean-Philippe Mateta devant, qui a été très efficace avec nous, qui reste avec son club, avec des statistiques aussi, sans avoir joué pendant presque 2 mois aussi, avec 20 buts, 5 passes décisives, un registre différent. Ça nous donne aussi des options différentes qu'on peut avoir besoin à un moment ou à un autre. Je fais des longues réponses. Oui. Bonjour Didier, au fond. Au fond. Bertrand Latour, Infosport Plus, Canal+. Zahir Emery est dans la liste des milieux de terrain. Est-il forcément la 3e option au poste d'arrière droit? Et deuxième question, Théo Hernandez a été dans la tourmente ces dernières heures. Est-ce que ça a été un sujet pour vous? Alors, et si oui, est-ce que vous en avez parlé avec lui ou pas? Alors, pour Ryan, oui, évidemment, qui peut être une 3e option de par ce qu'il a eu ponctuellement à faire avec, et très bien faire d'ailleurs, avec le Paris Saint-Germain, même si c'est pas dans un rôle de par la façon dont joue le PSG, il n'est pas toujours arrière latéral, mais il est amené ponctuellement à défendre dans cette zone-là. Par rapport à Théo, c'est vieux comme Eram, hein. La vidéo, elle date de 2020. Hein. Alors, je ne vais pas parler de... Donc, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais elle ne date pas d'hier ou avant-hier. Alors, je ne suis pas connecté, moi, mais je lui en avais parlé à l'époque, bien évidemment. Voilà, mais c'est pas il y a 2 mois ou il y a 3 mois. Bon, il y en a peut-être qui sont surpris. J'ai d'ailleurs reçu cette vidéo et j'ai dit, mais ça c'est vieux comme... je vous assure, c'est 2020. Donc, voilà, après c'est sa vie privée. Il peut sortir d'autres vidéos de d'autres joueurs. Personne est... Et comment je vais dire...
exemplaire, mais de faire en sorte de bons exemples. Non pas que Théo n'a pas à faire ça, et c'est filmé à son insu, pas à son insu. La personne qui divulgue ça lui en veut pas, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais Théo est tranquille, et puis moi, c'est quelque chose qui pour moi est déjà bien loin, quoi. Bonjour Didier, juste ici devant. Oui. Ilias Peters de 90 minutes. Cette saison, malheureusement, on a assez peu vu Ousmane Dembélé en équipe de France, en raison notamment des nombreux pépins physiques qu'il a eu, notamment en première partie de saison. Ces dernières semaines, ces derniers mois, on le voit monter en puissance. Donc, qu'est-ce qu'il peut apporter concrètement à la force offensive de l'équipe de France cet été? Et selon vous, où est-ce qu'il sera le plus utile à la Coupe du Monde? À quel poste? Merci. Gardien de but. Oui, Ousmane a dû digérer tout ce qu'il a eu. Il a eu évidemment des soucis physiques, et il a été dans de la gestion aussi. Dans la ligne droite, il est là. Il était là avec nous au mois de mars aussi, où j'ai dû à le gérer. C'était le Ballon d'Or. De par ce qu'il fait, la capacité, son efficacité, évidemment, c'est quelqu'un qui aura un rôle important avec l'équipe de France. Après, il y a une position de départ. Ok, vous allez me dire, il est plus dans une position au départ, puisqu'il faut bien mettre une compo avant-centre, mais même quand il est avant-centre, on ne peut pas dire qu'il est toujours avant-centre. Il a une liberté, comme il a avec l'équipe de France, et d'ailleurs, le dernier match qui leur a permis de se qualifier face aux barrières, il était à droite, donc c'est une position qu'il est, mais bon, lui comme les autres joueurs offensifs, c'est important qu'ils ont cette liberté, mais l'important c'est de pouvoir aussi avoir, malheureusement on n'a pas autant de matchs qu'un club pour pouvoir répéter, avoir des automatismes et avoir les zones qui soient occupées, mais la relation technique qu'il a avec les autres joueurs, et ils ont une efficacité, lui et le PSG en règle générale, voilà, et à chaque fois ils punissent, quoi, et c'est pas leur enlever toute la qualité qu'ils démontrent. Donc Ousmane est évidemment un élément très important pour nous. Bonsoir Didier. Oui. Philippe Sansfourche pour RTL. Tout d'abord, petite précision, depuis maintenant quelques temps, vous ne prenez plus de réservistes. En tout cas, il n'y a plus de liste officielle de réservistes, mais est-ce qu'il y a des joueurs à qui vous avez fait peut-être passer le message qu'il fallait être raisonnable sur les barbecues? Et puis, sur la structure de liste, donc c'est 5 milieux de terrain, 9 attaquants pour une longue compétition comme celle-là. Ouais. Vous avez souvent utilisé durant ces 14 années le mot d'équilibre. Ouais. Est-ce que vous assumez pour cette dernière compétition une forme de léger déséquilibre vers l'avant? Assumé. Alors, par rapport aux réservistes, écoutez, on avait la possibilité, comme tout sélectionneur, avec des deadlines, de prendre entre 35 et 55 présélectionnés. Donc ceux qui ne sont pas sélectionnés, ce soir, ils doivent se tenir prêts par rapport aux deadlines qui sont... voilà, il n'y a pas à cacher ou quoi que ce soit, parce que je pourrais en prendre 7, 8, mais il y a des matchs à jouer. Et je ne sais pas ce qui peut se passer aussi. Donc, ils doivent se tenir prêts. Pour les joueurs de champ, forcément, c'est 24 heures avant notre premier match, c'est-à-dire le 15 au soir. Jusqu'au 15 au soir, je peux être amené à pouvoir changer. Les gardiens, c'est toute la compétition. Voilà. Et l'autre question, c'est... j'ai oublié. La structure de liste et le déséquilibre assumé peut-être. Non, mais là, il y a... à la dernière Coupe du Monde, on jouait avec 4 joueurs offensifs. C'était Antoine, mais il y avait 3 attaquants avec lui, donc l'objectif est toujours le même, qui est énormément de joueurs offensifs, et de pouvoir les utiliser, tant mieux, même si je sais très bien, sur une compo de départ, là aussi, devant, il y a des potentiels titulaires qui ne vont pas commencer le match. Déséquilibre, il y a besoin d'un équilibre, mais je ne vais pas renoncer, comme je n'ai jamais renoncé. Après, c'est un rapport de force aussi, mais
L'objectif numéro 1, c'est de créer des problèmes à l'adversaire et de lui faire mal et d'être efficace. Et évidemment, moins il y a de déséquilibre, les périodes les plus courtes si possible, de non-possession du ballon, il faudra être solide aussi. Mais je n'ai pas envie de... Même si après, il y a eu... peut-être on n'a pas été brillant à chaque fois. Je ne vais pas me dire, allez, on va tous à l'attaque et on ne défend pas. Le haut niveau, ça demande aussi d'être solide défensivement. Et à partir de là, quand on n'aura pas le ballon, même si je préfère qu'on l'ait plus que notre adversaire, on a cette capacité-là aujourd'hui. Donc quand on ne l'a pas, et d'être suffisamment solide. Bonsoir Didier. Bonsoir. Marc Luchenin, 11 mondial. Cette saison en club, Michael Hollis s'est illustré sur son côté droit et avec vous plutôt dans un rôle axial. Et ce fut le contraire pour Ousmane Dembélé. Est-ce que vous avez une réflexion sur un changement, une permutation entre les deux pour la compétition à venir? J'y ai déjà répondu. Il y a une position de départ, mais déjà j'ai trouvé que, parce qu'ils n'ont pas pu du fait que Ousmane n'était pas toujours là, des réponses à ce qu'ils ont pu faire sur le premier match contre le Brésil. Cette alternance-là, et ça permet d'être moins prévisible pour l'adversaire. C'est pas que les deux soient à droite ou les deux soient dans l'axe, et ça implique aussi les autres joueurs, mais que les zones soient occupées pour... voilà, mais je veux pas que... Et ça n'a jamais été le cas, où tu es là, tu es à droite, et c'est vertical. Il y a cette possibilité-là, et l'intelligence au-delà de la qualité footballistique que ont Ousmane et Michael, c'est avoir cette intelligence-là qu'ils ont de pouvoir pour surprendre l'adversaire. Mais ça demande évidemment de la coordination. Bonsoir Didier, Stéphane Burki du Parisien. Est-ce que si Lucas Chevalier n'avait pas été blessé, il aurait été dans la liste? Et deuxième... Il est blessé, je ne peux pas y répondre, mais s'il n'avait pas été blessé, probablement il aurait joué. Probablement, je ne sais pas, je ne me mets pas à la place de Luis Enrique. Est-ce que ça aurait changé la donne? Le critère, je vous l'ai dit, c'est critère sportif. S'il a du temps de jeu, déjà c'était quelque chose de plus. C'est ce que j'espérais pour lui, et je lui ai dit au mois de mars en lui tendant la main, parce que bon, ça faisait plusieurs semaines depuis fin janvier qu'il ne jouait pas. Malheureusement, ces situations ne s'est pas améliorée, et la blessure ne lui a pas permis d'avoir le minimum de temps de jeu. Et pour suivre, il y avait une autre question. Est-ce que quand on fait sa dernière liste, on la compose différemment? Est-ce qu'on tient, par exemple, moins compte de l'affect et de l'impact que ça peut avoir sur la suite? L'affect, j'ai bien conscience que c'est dur pour certains. Je ne vais pas dire c'est plus dur pour, évidemment, des joueurs qui sont habitués à venir régulièrement et qui ne sont pas là. Évidemment que c'est dur humainement, mais à un moment, voilà, il y a le côté professionnel qui prend le dessus. Mais après, ne pensez pas que entre hier soir ou il y a 3 jours ou il y a 5 jours et on a changé les noms en début d'après-midi ou à 17h. Évidemment, on attendait parce qu'il y avait 4 matchs hier soir et il y avait pas mal de joueurs concernés. On va pas mettre un joueur s'il a une blessure qui est rédhibitoire sur le match hier. Mais voilà, sincèrement, c'était pas très dur à trouver, à part évidemment Robin Rissert. Les autres, ils sont déjà venus. Après, bon, que certains d'entre vous préfèrent A plus que B ou comme ça, c'est de tout temps, il n'y a pas de souci, mais c'est des longues réflexions avec des éléments que nous avons avec le staff et qu'à l'extérieur, vous n'avez pas forcément. Voilà. Nous sommes dans une logique par rapport à ce que je pense être le mieux pour l'équipe de France. Et comme je l'ai toujours dit, faire une liste, avant c'était 23, maintenant ça va jusqu'à 26, c'est un groupe aussi,
Alors, le critère sportif, il est là, et après, il y a évidemment d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte et pour arriver à une décision finale. Bonsoir Didier, Vincent Duluc à l'équipe. Deux petites questions rapides. La première, tu avais semblé réticent à un moment à emmener 26. Qu'est-ce qui t'a décidé finalement à partir à 26 ? Et la deuxième question, concernant l'absence de Tolisso, qui a parfois fait partie des débats, est-ce que le fait qu'il joue jamais double pivot dans un milieu 2, ça a pu compter, ou si de toute façon, c'était pas une priorité pour toi ? Malgré tout, j'en avais pris 26 en mars. Même s'il y a eu un blessé, je ne l'ai pas remplacé parce qu'il y avait peu de temps aussi. Je savais qu'il y avait ce risque-là. Ça amène plus de sécurité forcément, ça amène plus de complications dans la gestion, puisque après, dans les statistiques, quand il y a 23 joueurs, il y en a 3 ou 4 qui ne jouent pas. À 26, je ne pense pas que ça va diminuer. Donc évidemment, ça fait plus de joueurs, ça va nous demander, avec mon staff, plus d'attention aussi, parce que des joueurs qui ne jouent pas, ils sont heureux aujourd'hui, mais ils ont tous envie de jouer. Il y en aura qui joueront pas forcément. Et puis, il y a aussi le fait que la compétition a changé. Parce qu'il y a ces équipes de plus, il y a un match en plus, conditions particulières aussi avec les températures, fréquence de match, récupération, même si entre le premier et le deuxième, on a 6 jours. Après, c'est 4 jours. D'avoir, parce qu'après, c'est quasi impossible de pouvoir corriger, quoi. Donc par rapport à Coco, que j'ai revu avec plaisir au trophée UNFP, il fait une très très bonne saison, bien évidemment, et c'est pas parce qu'il est lyonnais ou parce que Flo Thauvin est lensois ou je sais pas qui d'autre que je vais pas le prendre. Je suis pas là-dedans, parce qu'en plus, dans tous les joueurs que j'ai sélectionnés, je crois que Lyon, c'est le deuxième club où j'en ai le plus pris, quoi. Donc, il fait une très très belle saison, évidemment, même si je l'ai entendu parler quand on lui a posé la question au trophée. Non, mais je défends aussi. Mais il a été amené à jouer, il le fait très bien aussi, à se projeter en étant des fois pointe haute, voire il a même joué avant-centre, qu'il soit moins habitué à ce rôle de pivot. Oui, par rapport à d'autres. Et le fait d'avoir 5 milieux de terrain aussi, qui aujourd'hui, ces 5-là sont indiscutables, quoi. S'il y en avait eu 6, il y avait une possibilité de plus, même si, je rajoute aussi, c'est valable du fait que c'est toujours de belles histoires, comme Flo Thauvin et sera très déçu, et sa famille aussi ce soir, j'en ai bien conscience, quoi. C'est des joueurs qui ont eu un vécu, un passé, l'expérience est important, un statut ou pas aussi, voilà. Je vais pas parler de choses plus ou moins du moment ou plus anciennes aussi. Vous savez ma position par rapport à ça, avoir un joueur qui a eu un statut et accepter quelque chose, je fais une exception. Parce qu'il est unique et il s'appelle N'Golo Kanté. Voilà. Parce qu'autrement, c'est très difficile. Mais que Coco soit très déçu, je le comprends. Je le comprends. Et qu'il aurait mérité, comme d'autres, de pouvoir être là. Oui, j'ai des choix à faire. Alessandro Candesso, Gazzetta dello Sport. Eccolo qua. Buonasera. Buonasera. Je me remets à l'italien, on ne sait jamais. Oh, trop facile. C'est justement ça en fait. Gentil, c'est fatigant d'avoir raison avant les autres. Tout à l'heure, on vous a demandé si vous pourriez prendre une autre équipe nationale parmi les équipes. Il y a l'Italie, et vous avez dit que vous interdisez rien. Tout à fait, je vous le confirme. Donc, ça veut tout dire, il y a 3 mots. Je ne m'interdis rien. Et je n'en rajouterai pas un 4e. Est-ce que l'état actuel de l'Italie, ça pourrait être un défi intéressant même pour vous? Je ne m'interdis rien.
Et c'est pas d'actualité, et le plus important, c'est la Coupe du Monde. Mais je suis disponible. Tout le monde le sait, vous aussi. Donc, je verrai ça après. Bonsoir Didier, ici. Ah, pardon. Clément Gavard pour SoFoot. Oui. Kylian Mbappé est là, bien sûr. Oui. J'ai 3 questions en une un peu. 3 ? Ouais, enfin, c'est pas, ça concerne pareil. Une par une alors. Si il a donné une interview à Vanity Fair qui a été publiée cette semaine dans laquelle il donne son combat, que les footballeurs ne sont pas que des footballeurs et qu'ils peuvent aussi être des citoyens qui ont un avis. Est-ce que vous partagez cet avis-là en tant qu'ancien joueur et que sélectionneur de l'équipe de France ? Est-ce que vous regrettez en parallèle que des personnes estiment que le capitaine de l'équipe de France n'aura pas le droit de donner son avis ? Est-ce que ça vous attriste de voir ça ? Ma petite patate chaude. Et troisième question, il avait choisi de ne pas parler à la presse à la Coupe du Monde 2022. Là, en tant que capitaine, on imagine qu'il sera peut-être plusieurs fois amené à venir de... Il n'a pas parlé à la presse en 2022 ? Oui, il était resté plutôt silencieux devant la presse, à part une question en après-match. Ouais. Là, en tant que capitaine, il sera... Quand il parle sur le terrain, c'est parfait. C'est là où il est... Il est très bon aussi, il a d'autres capacités. Mais écoutez, déjà, je ne vais pas juger les joueurs. 2, il y a une liberté d'expression. Elle est valable pour vous, elle est valable pour mes joueurs. Je ne vais pas leur dire « t'as pas parlé » ou quoi que ce soit. Ils savent très bien qu'il y a des sujets sensibles, ce sont des citoyens. Après, qu'est-ce qui se passe ? S'ils ne parlent pas, pourquoi ils ne parlent pas ? Et s'ils parlent, pourquoi il a parlé ? Voilà. Il y aura des pour, il y aura des contre. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est Kylian, ce qu'il est, le footballeur qu'il est, mais c'est aussi un citoyen. Ils ont droit de se sentir qu'ils en esprit. Oui, si moi vous me demandez, jamais je vous dirai, parce que j'estime que, mais je dis pas qu'il faut faire comme moi. Voilà, chacun a sa liberté, forcément, ça amène après à des débats. Mais le reproche, il y est, qui parle ou qui parle pas. Voilà. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien ? Moi, je les juge pas. Le seul jugement que je fais, c'est par rapport à ce qu'ils doivent faire sur le terrain et collectivement. Sur le fait qu'il s'exprime à la Coupe du Monde en tant que capitaine, c'est pas un problème pour son énergie, parce qu'il avait dit à l'époque que justement ça lui avait permis de rester focus sur la compétition, sur le terrain, et que ça l'avait aidé. Il avait fait une grande Coupe du Monde. Est-ce que ça va être un cas à gérer entre guillemets ? Non, mais j'ai pas de cas à gérer, Kylian, c'est pas du tout un cas à gérer, je peux vous assurer. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui me le disent, et des coachs, mais j'ai dit, eux, quand ils ont des joueurs, même en National ou en Ligue 2, je peux vous dire que c'est plus compliqué à gérer. Après, il y a une spécificité et des obligations médiatiques. J'ai passé beaucoup de temps à Raphaël avec les différents responsables. Waouh! Bon, moi, ça va, même si je vais faire des allers-retours. Après, voilà, vous n'allez pas l'avoir à chaque fois et peut-être pas, vous n'aurez pas forcément... Voilà, je m'adapte aussi à la situation parce que nous, on est confrontés à une journée qui n'est plus la même. En jouant 2 fois 15 heures, et la vidéo, je ne peux pas la faire la matinée, il n'y a pas de réverb musculaire, donc voilà, il faut un repas, les entraînements, on s'adapte aux horaires quand on a le choix, on choisit nous, mais des fois c'est par rapport à l'adversaire aussi, donc s'il faut faire plusieurs, en comptant aller-retour, heures de voiture, et qu'il y a un match le lendemain, j'ai 26 joueurs, j'amènerai... par rapport aux obligations, un joueur sera avec moi la veille du match. Kylian ou d'autres. L'important pour moi, c'est qu'il soit un capitaine par rapport au groupe, sur le terrain et dans la vie de groupe. Bonsoir Didier, Jordan Bardon, Foot Mercato. Si je compte bien, 13 joueurs vont jouer leur première Coupe du Monde avec l'équipe de France. Comment leur permettre de conserver justement cette insouciance et quel est le rôle des cadres pour justement leur permettre de la conserver? Ouais, bonne question. C'est un amalgame aussi. Il ne faut surtout pas avoir de la crispation, mais s'ils sont là aussi, c'est arrivé, c'est la conclusion de... Ah ouais, je ne vais pas reprendre le mot, je l'aime bien. Oxygénation, mais ça a mis du temps. Je prends l'exemple, aujourd'hui, Michael le disait, c'est un phénomène. J'en ai parlé avec lui tranquillement, les 4-5 premiers matchs. C'était compliqué, mais des fois ça met un peu plus de temps aussi. C'est leur première, mais c'est des joueurs qui sont habitués. Ils sont prêts à ça, parce qu'à travers le club, évidemment, le niveau est tout en haut.
voilà, c'est une expérience aussi. Il ne faut pas que des débutants ou des néophytes aussi. Mais après, c'est une question aussi de maturité. Il y a des joueurs qui peuvent être matures, et je peux vous en citer. Il y en a en équipe de France à 20 ans et puis d'autres à 30 ans qui n'ont pas forcément la même maturité. Après, c'est la gestion du côté émotionnel. Et je peux vous assurer que à travers les différents nombre de joueurs qu'on a pu avoir, des fois, on peut être surpris de quelqu'un qui paraît et qui est plutôt décontracté. C'est lui qui, à un moment, et l'autre qui est un peu plus stressé, l'événement le libère. Il y a toujours une incertitude par rapport à ce côté émotionnel et par rapport à l'importance du match. Dans le football, voilà, il y a des grandes compétitions en club, mais la Coupe du Monde, il n'y a rien qui est au-dessus de ça. Donc, ça demande un accompagnement de notre part, mais évidemment aussi avec des joueurs qui prennent un peu plus la parole, des joueurs, des leaders expressifs, d'autres expressifs de par ce qu'ils font sur le terrain aussi. Il y a des différentes formes de leadership, et d'avoir un bon amalgame entre les moins expérimentés, les plus expérimentés, pour faire un groupe compétitif. Bonsoir Didier. Bonsoir. Hortense Leblanc pour France Info Sport. Eduardo Camavinga, qui était un appelé régulier, n'est pas présent pour cette Coupe du Monde. Qu'est-ce qui lui a fait perdre sa place dans le groupe? Merci. Et sa saison, bien évidemment. Et même s'il a eu quelques blessures aussi, et la concurrence qui est très très forte. Voilà. Mais que Kama, je sais bien. Je ne vais pas dire qu'il est plus déçu, mais il fait partie de ces joueurs il est encore jeune, qu'il ait tout le potentiel, oui, bien évidemment. En mars, il était là, il a un peu joué, c'est celui qui a joué le mieux. Je ne remets pas en doute son potentiel et ce qu'il est capable de faire. Mais aujourd'hui, il a le droit de m'en vouloir. Je le comprends. Oui, bonjour. Pardon. Gila Rios, journaliste mexicaine. Je vais changer un peu de sujet. Où vous allez m'amener là? Au Mexique, en tout cas. J'aimerais savoir, quand on pense au Mexique, à l'histoire des Coupes du Monde, on peut penser à des stades emblématiques, à une culture et une ambiance assez particulière. Auriez-vous aimé que votre équipe puisse jouer au Mexique? En tout cas, on aurait bien aimé vous accueillir. C'est gentil. Ça aurait été avec plaisir, oui. Il y a un côté effectif, ambiance. Le seul petit inconvénient, et d'ailleurs, j'en ai parlé avec Hugo Lloris qui a dû jouer sa demi-finale où ils ont perdu. Quand ils jouent à 3000 mètres d'altitude, c'est un peu dur pour respirer. Mais bon, c'est la spécificité aussi, mais tant mieux. Il y aura beaucoup de passion au Mexique. Le football est très important. Ils ont une bonne équipe et voilà, comme beaucoup de pays sud-américains, le football c'est leur vie, quoi. Donc évidemment ça déchaîne les passions. Donc j'ai pas eu l'occasion dans ces 14 ans d'aller au Mexique. J'irai peut-être en vacances après, on sait jamais. Bonjour Didier, Nicolas Paillard, Info Sport Plus, Canal Plus. Quand on voit la liste, 9 attaquants qui sont très en forme tous en ce moment, est-ce que ça va compliquer vos choix d'avoir d'aussi bons joueurs en attaque? Est-ce que ça fait de vous le candidat numéro 1 pour remporter cette Coupe du Monde? Oui, il y a un potentiel offensif. Ils ne vont pas jouer les 9, forcément. Mais d'avoir des options, et c'est là aussi, ça sera important de pouvoir répartir le temps de jeu, mais celui qui joue 1 heure, celui qui va rentrer 20 minutes, 30 minutes, de faire ce qu'il faut aussi. Après que l'équipe de France, c'est pas parce qu'on est, même si c'est bien, premier au classement FIFA, on fait partie il n'y a pas de souci de faire partie des équipes favorites. Est-ce qu'on est plus favori que l'Espagne, que le Portugal, que l'Allemagne, que l'Angleterre, que l'Argentine, que le Brésil, que le Maroc? Vous aurez votre propre... Mais je sais qu'il y a une attente, bien évidemment. Mais je sais aussi qu'avant de se voir, on a du costaud, au cas où.
sur nos 3 premiers matchs. Et déjà, pensons au premier, mais il y a une attente, oui, parce que c'est de ma faute et de la faute des joueurs de l'avoir créé aussi. Donc, c'est pas fuir ça, mais c'est pas en disant waouh, on est les meilleurs. Déjà, pour le sportif français, c'est pas que le football, tous les sports en général. Non, oui, mais attention, parce que le haut niveau, il est impitoyable. Et si on pense que parce que on a les joueurs et que en faisant un peu moins, on va éviter de prendre quelques gifles. Mais on a des adversaires, évidemment, je respecte l'Irak, mais à travers le Sénégal et la Norvège, de très très belles équipes. Bonsoir Didier. Ici. Pardon. Ismaël Mohamed Ali, journaliste au pôle Outre-mer de France Télévisions, ex-RFO. C'est long, ça, tout ça. Oui. On est toujours là. Alors, 2 questions. La première, elle porte sur... Vous avez parlé de l'Italie tout à l'heure, et l'Italie est bien représentée avec Mike Maignan, avec Marcus Thuram et Rabiot. Adrien, oui. Comment ? Oui, bien sûr, et Koné. Mais concernant on déjà... des fois. Pas pourquoi. Ah non, je ne l'ai pas oublié, parce que moi, j'accède sur l'outre-mer. J'accède sur l'outre-mer, c'est pour ça, en fait. Ma question était autour des ultramarins. Ouais. Donc, Mike revient alors qu'il avait raté pour blessure la précédente Coupe du Monde. Bon, c'était déjà ma première question autour des ultramarins présents. Ouais. Et la deuxième, elle est un peu en décalé. C'est plutôt par rapport au football et aux politiques, avec la situation actuelle, notamment... Géopolitique. Exactement. Au niveau mondial. Est-ce que c'est une problématique qui est abordée, que vous abordez avec vos joueurs et même avec le staff? Voilà. 2 questions. Oui, après, c'est quoi? Excusez-moi, j'ai pas trop... La première, c'est sur les... c'est ça? Oui, mais oui. D'accord, mais quoi, vous êtes fiers, tant mieux. Mais voilà, l'équipe de France, elle est représentative de la population française, avec évidemment le territoire d'outre-mer, il y a des origines africaines, voilà, tout ce qu'on peut retrouver dans la population quotidienne que l'on a en France, et que certains s'identifient plus à un plutôt qu'à un autre. C'est forcément le cas quand il y a un succès, mais voilà, c'est ça qui est important. Par rapport à la deuxième question, oui, il y a un contexte géopolitique qui est lourd, qui est pesant, bien évidemment. Est-ce qu'il évoluera ou pas en étant aux États-Unis? Si j'ai un souhait, poser des questions durant la compétition, et surtout à mes joueurs, sur l'adversaire, le football. Mais même si je comprends que vous vous sentez obligé d'en poser d'autres, mais ils ne sont pas là pour y répondre. Mais ce sont des citoyens aussi, qui aient leur propre sensibilité, leurs propres idées politiques et autres. Voilà. Mais s'ils ne répondent pas, ça peut m'arriver. Vous dites que je fais de la langue de bois, mais il y a des sujets aujourd'hui tellement sensibles. Donc laissons le sport. Le sport est là pour réunir. Le football, c'est le sport le plus populaire, et il a cette capacité à fabriquer des émotions, à les partager. Mais il n'a pas la capacité à résoudre les problèmes du quotidien de monsieur et madame tout le monde. C'est une parenthèse. On aura besoin du soutien de toutes les Françaises et Français, ceux qui ont le bonheur de pouvoir aller aux États-Unis, ceux qui seront en France. Et voilà, c'est une parenthèse la plus enchantée possible. Mais le contexte aujourd'hui, oui, bien évidemment, quels que soient les conflits, il est lourd, il est pesant et anxiogène, tout ce qu'on veut. Voilà. Mais le sport, c'est le sport. On est dans notre bulle sans être sourd, muet et aveugle. Enfin, muet encore, on peut l'être. Mais de ce qui peut se passer proche ou pas loin, ou très loin, et qui impacte forcément beaucoup de personnes, de peuples, et avec beaucoup, malheureusement, de personnes qui perdent la vie. Bonsoir Didier.
Léo Hussman de l'agence France Presse. Vous avez évoqué le profil de Jean-Philippe Mateta, qui lui permet de figurer dans ces 26. Est-ce que vous pouvez le décrire, ce profil Oui, un profil d'avant-centre de surface où il a une très bonne efficacité. Avec nous, il est venu 3 fois, il a mis 2 buts, avec une bonne efficacité, un très bon jeu de tête. C'est un attaquant de surface, mais qui a une capacité, de par sa taille, à pouvoir se déplacer. Mais c'est pas quelqu'un qui va aller près de la ligne de touche, même si ponctuellement oui, mais c'est un profil différent qui donne une option qui peut être utile aussi. Il commence à fatiguer, c'est bon signe. Bonsoir Didier, Alexandre Carré, beIN Sport. Vous parliez de la chaleur, des matchs rapprochés, des conditions qu'il faut évidemment prendre en compte pour vous. Est-ce que ça peut vous amener à pratiquer un turnover un peu plus important d'un match à l'autre que lors des précédentes compétitions? C'est dans la réflexion aussi. Tout dépend comment les organismes récupéreront, même si on est là-dessus aussi pour faire en sorte de faire le maximum de choses pour optimiser cette récupération avec le staff médical. Et de par ce qu'on verra, aussi avec le fait que potentiellement dans ces 26 joueurs, il y en a beaucoup qui peuvent sentir légitimement dans la peau d'un titulaire. Il n'y en aura que, je vous apprends rien, 11 à chaque match, mais ça peut, je ne vais pas dire oui, mais de par ce qui peut se passer et les conditions spécifiques, peut amener à la réflexion, en tous les cas, ça c'est sûr. On va prendre une dernière question. Bonsoir Didier, Victor Gauthier pour TF Info. C'est votre dernière compétition à la tête des Bleus. Merci. Et donc, pour la première fois, vous n'avez pas d'objectif de résultat fixé pour continuer. Oh, si, mais vous avez quand même probablement des grandes ambitions. C'est le président, ne vous inquiétez pas. Oh, moi, j'aurais pas de prolongation derrière. Donc, mais du coup, quelles sont vos grandes ambitions sûrement avec ce groupe et que faut-il pour que ce mondial soit réussi en termes d'émotion ou de résultats? Les deux sont liés, même si, oui, évidemment, le résultat, c'est la chose la plus importante parce qu'on est au très haut niveau. Il y a une attente, donc c'est quoi? Aujourd'hui, il y en a beaucoup, je pense. On est en finale. Elle est loin, la finale. Est-ce que c'est... on a fait... une dernière compétition, on était en demi-finale, éliminé par l'Espagne, avec... des joueurs, notamment sur le plan offensif, très diminués, qui n'étaient pas au maximum. On aurait pu faire mieux, on aurait pu faire pire aussi, ce qui nous a empêché d'avoir, surtout sur cet Euro, une expression collective, parce que malheureusement, de par ce qu'il y avait eu avant et la condition de beaucoup trop de joueurs offensifs qui étaient insuffisantes, nous a pas permis d'être... plus dangereux, même si on a atteint une demi-finale. C'est quoi l'objectif? Demandez à mon président. Hein. Il va vous le dire, il n'y a pas de souci, mais je ne pense pas qu'il va me dire « Oh, faites au mieux, ça va, ça me satisfera. » Non, on va tout faire, à chaque fois, et avec l'ambition, mais l'humilité, c'est suffisante aussi, parce que c'est le très haut niveau. Merci. Merci. Donc rendez-vous important le 29 mai. 29.